À Yop City, un quartier d'Abidjan où la passion pour la viande de porc rivalise avec l'amour du football, les habitants ont élevé l'art du porc au rang de délice divin. Il faut dire que dans cette cité, le porc se déguste sous toutes ses formes, soupe de porc pour les frileux, porc grillé pour les adeptes du BBQ et porc sauté pour ceux qui aiment se défouler dans la cuisine. Hervé, un chef de renom autoproclamé, a même tenté de créer une glace au porc, mais après une série d'intoxications alimentaires, il s'est rabattu sur les recettes plus classiques. Les filles de Yop City, elles, ne jurent que par le porc. Il paraît que c'est le secret de leur beauté, mais surtout de leurs éclats de rire fréquents. Lorsqu'on se réunit au maquis du coin, Gabriel Gare, c'est toute une épopée autour du porc qui s'orchestre. Qui osera défier la portion de porc piquant ce soir, lança de joie, armé de sa fourchette comme une épée légendaire. Tout le monde rigole, mais au moment de l'épreuve, chacun se retient bien d'avaler ce délice volcanique. Pour Picou, l'étudiant philosophe du groupe, déguster du porc est devenu une forme de méditation culinaire. Chaque morceau est un fragment de sagesse à saisir, dit-il en mâchouillant, l'air inspiré. Et puis, il y a Brown, l'éternel amoureux et conduit qui croit fermement que le chemin du cœur d'une femme passe par son estomac de porc. Un soir, il se risque à offrir un plat de son invention, le porc qui tue, à sa belle Lily. Résultat, une soirée aux urgences et un râteau de plus à son actif. Mais Brown n'est pas découragé, pour lui, c'est juste une mauvaise recette parmi tant d'autres. Il est convaincu qu'un jour, il parviendra à conquérir une femme grâce à ses talents culinaires. En attendant, la vie à Yop City continue, rythmée par les rires, les gaffes culinaires et les odeurs alléchantes de porc qui émanent des stands de rue. Monsieur Philippe, le boucher jovial, est devenu une véritable célébrité locale. Quand tu rentres chez Philippe, tu sors avec le sourire et un ventre bien rempli, dit le dicton du quartier. Fin. Aujourd'hui, nous allons vous parler des clichés et stéréotypes associés aux différentes communautés. Mais essayons de les aborder avec un ton humoristique et satirique. Commençons par Petit Kofi, il paraît qu'il est naturellement doué pour l'agriculture. Certains disent qu'il peut faire pousser un champ de maïs en plein Sahara. En plus, Petit Kofi est très généreux. Vous le mettez n'importe où, il a toujours du pain dans son sac. Surtout quand il voyage. Si tu es ami à Petit Kofi, tu as tout gagné. Et ne parlons même pas de son talent pour la chasse aux rats. On dit que sa sauce arachide au rat est capable de conquérir le cœur le plus endurci. Revenons un peu chez Diallo, il est un commerçant né. Certains exagèrent même en disant qu'il pourrait vous vendre votre propre montre en vous convainquant que vous ne l'aviez jamais eue. Quand Diallo ne vend pas quelque chose, il est en train de négocier pour l'acheter moins cher, même si c'est juste un morceau de sucre. Par contre, Seri, quant à lui, a toujours une anecdote ou un proverbe pour chaque situation. Sa plus célèbre est « Si tu me prends, tu prends ton malheur et si tu me laisses, tu laisses ton bonheur ». Vous lui posez une question simple et vous vous retrouvez avec une histoire de 10 minutes sur l'origine de ses ancêtres. Et il termine avec un proverbe « Celui qui va au puits ne meurt pas de soif ». Si Petit Kofi, Diallo et Seri ne t'ont pas convaincu, Kadjo, lui, va te convaincre. Extrêmement fier de sa culture et de sa langue. Kadjo peut commencer une phrase en français mais la finir dans sa langue maternelle. On raconte aussi qu'il est tellement organisé qu'il peut transformer une fête de quartier en événement national. Et tout cela en restant ancré dans sa tradition. On plaisante en disant qu'il est trop villageois mais, en même temps on admire son courage. Bien sûr, il est important de rappeler que les clichés et stéréotypes sont souvent des simplifications qui ne rendent pas justice à la riche diversité des cultures africaines. Terminons par ce proverbe de Seri, aucun arbre n'a donné des fruits sans avoir eu d'abord des fleurs. Fin.
Vetcho, un petit guerrier du village de Colo-Colo, n'avait jamais vu un avion de sa vie. Lorsque son oncle Firmin l'emmena à l'aéroport pour un voyage en France, il devint la source étoilée de toutes les questions possibles et impossibles. Dès qu'ils arrivèrent devant l'avion, Vetcho leva les yeux vers cet énorme oiseau de métal et demanda, avec une mine perplexe, « Mais tonton, où est-ce qu'il cache ses ailes pour voler ?» Firmin, retenant un sourire, répondit, « Les ailes sont déjà là, regarde sur les côtés. » Vetcho, toujours curieux, demanda ensuite, « Et pourquoi il n'a pas de plumes ?» Firmin, tentant de ne pas éclater de rire, expliqua que les avions n'avaient pas besoin de plumes. Une fois à bord, Vetcho s'installa à côté du hublot, les yeux brillants d'excitation et d'anxiété. « Tonton, c'est vrai qu'on va marcher sur les nuages ?» demanda-t-il en chuchotant, comme si les nuages pouvaient l'entendre. Firmin répondit patiemment, « Non, mais on les verra de près. » Quand l'hôtesse passa pour donner les consignes de sécurité, Vetcho l'interrompit pour s'enquérir, « Madame, le parachute, on le met quand ?» L'hôtesse, confuse pendant une seconde, sourit et lui répondit gentiment, « On n'aura pas besoin de parachute aujourd'hui. » Vetcho, légèrement déçu, chercha à poser une autre question. En plein vol, quand le repas fut servi, il regarda son plateau avec dédain. « Tonton, ils élèvent des poules en l'air pour nous donner des œufs ?» Firmin éclata de rire cette fois, incapable de se retenir. Il expliqua ensuite à Vetcho que la nourriture venait d'une cuisine spéciale avant le vol. Après plusieurs heures et 1 million de questions plus tard, l'avion commença à descendre pour l'atterrissage. Vetcho, les yeux écarquillés, serra la main de Firmin. « Tonton, et si on rate la terre, on tombe dans l'eau ?» Firmin, épuisé mais amusé, le rassura que les pilotes savaient ce qu'ils faisaient. Quand ils débarquèrent finalement à Paris, Vetcho regarda en arrière vers l'avion, pensant à toutes les nouvelles aventures qui l'attendaient et probablement à beaucoup d'autres questions qu'il n'avait pas encore posées. Fin de l'histoire. Il était une fois, dans le joyeux quartier de Marcory, où l'ambiance nocturne atteignait son apogée dès que le soleil se couchait. Chaque soir, une assemblée éclectique de personnages hauts en couleur convergeait autour du mythique café, La Joie. Tout le monde s'y retrouvait pour discuter, rigoler, et bien sûr, se lancer des piques amicales. Prenons par exemple Monsieur Bertrand, un homme au ventre rebondi et à la moustache frétillante, qui prétendait toujours connaître des secrets sur tout le monde dans le quartier. Je vous dis, la semaine dernière, j'ai vu Arlette avec un homme mystérieux. Commençait-il souvent, avant que ces rumeurs ne soient balayées par les éclats de rire gênés. Arlette, quant à elle, une femme vive et pétillante, ne manquait jamais de répondre du tac au tac. « Oh Bertrand, c'est encore la lune qui t'a parlé cette nuit », répliquait-elle avec un clin d'œil complice. Et puis il y avait Dédé le poète, toujours en train de griffonner quelques vers sur un vieux carnet. Ses poèmes n'avaient souvent ni queue ni tête, mais étaient toujours un brillant mélange de surréalisme et de pure folie. Ses vers libres faisaient sourire, et même parfois pleurer, mais jamais sans provoquer une réaction. La nuit, alors que les étoiles brillaient, Marcory se transformait en un théâtre comique où chaque résident devenait acteur d'une pièce improvisée. Les discussions, teintées de sarcasme, pouvaient dévier vers les questions les plus banales comme le dernier match de football ou le nouveau chiot de la voisine. Mais attention, il fallait être prêt à se défendre, car critiques et taquineries fusaient dans tous les sens. Monsieur Lobès, le bougon du coin, prenait même un malin plaisir à tout critiquer, du café trop amer à la chanson trop douce jouée à la radio. Ce café, c'est de l'eau chaude colorée, même ma grand-mère ferait mieux, maugréait-il. Mais au fond, tout le monde savait qu'il n'échangerait pour rien au monde ces soirées de comédie et de coups bas camouflés en conversation.